Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Vaesen. J'ai encore eu la chance de recevoir un autre supplément que j'avais payé durant le Kickstarter avec Mythic Carpathia. Il s'agit d'une campagne en 4 scénarios qui s'intitule Cities of My Nightmares, donc on pourrait traduire par la ville de mes cauchemars, et qui se situe de manière assez originale à Stockholm. En effet, si vous avez joué un petit peu à Vaesen, vous savez que le quartier général de la Société de Vérité, donc, où œuvrent les PJ qu'on appelle communément les enfants de jeudi qui ont la capacité spéciale de voir les Vaesen, se situe plutôt à Uppsala. Donc c'est avec curiosité qu'on va rentrer dans la capitale. Alors, pour être sympa, ils nous ont quand même mis, ils vous donnent aussi avec une petite carte. Donc la petite carte est à la fois un journal d'époque qui sera évidemment très important pour la campagne. Alors désolé, je peux pas tout vous montrer, mais bon, vous voyez un peu l'idée, c'est une espèce de mini-gazette. Et de l'autre côté, avec plein d'éléments et d'indices sur la campagne. Et de l'autre côté, vous avez une carte qui est dans ce sens-là, je crois. Ouais, c'est un peu rock'n'roll, j'essaierai d'avoir un meilleur setting pour enregistrer plus tard. Mais bon, il faut le budget pour ça. Qui vous donne un peu la ville de Stockholm, donc on rappelle, hein, basée sur 2 berges avec un grand courant d'eau au milieu et diverses îles. Donc, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet, donc passer cette couverture un peu mystérieuse et étrange. Il y a beaucoup d'illustrations et de gravures plus ou moins d'époque. Alors, je ne sais pas si c'est d'époque ou c'est des choses qu'ils ont reprises. Je pense que c'est des choses qu'ils ont reprises, qu'il y a des Creative Commons qui sont utilisées. Et on vous donne ça, donc c'est quelqu'un qui vit à Stockholm qui a eu l'idée de faire la campagne évidemment. Donc l'introduction qui est assez importante utilise des personnages qui sont plus ou moins historiques, il y en a surtout un qui s'appelle Carl Linnaeus. Carl Linnaeus était, de ce que j'ai compris, un grand, un peu comme c'est Buffon je crois en France, un grand botaniste, quelqu'un qui a lancé des expéditions pour aller tout au fond des zones plus inhabituées de la Suède pour découvrir un peu toutes les plantes et la faune et la flore qui y vivaient et ramener ça à la capitale. Et là, on part du principe que en fait, Carl Linnaeus était un enfant de jeudi, plus ou moins artificiellement, puisque quand il était enfant, il a trouvé un spertus, qui est une sorte de petite saloperie, enfin une petite bestiole, un petit VSN, qu'il a planqué dans une vieille boîte à tabac. Et le Vaesen en question lui a permis de développer la vue, donc le don qu'ont les PJ et les membres en général de la société de vérité. Et c'est ainsi qu'il a pu l'intégrer et devenir l'un de ses membres les plus éminents, en tout cas à Stockholm. Il a donc cette double casquette de personnage historique et de l'autre côté d'un investigateur des Vaesen durant le XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. On me reprendra, je ne suis pas un expert encore de l'histoire suédoise. Et donc il va aller de découverte en découverte, il va beaucoup aider à contrer enfin il va faire beaucoup d'enquêtes pour le compte aussi en parallèle dans sa vie donc de la société de vérité, jusqu'à enfin arrive un moment où il va réussir avec notamment son élève qui s'appelle Edda van der Boer, à arrêter le neck. Donc en français, j'ai pas le terme, mais c'est une espèce d'esprit de l'eau qui joue de la musique avec un violon. Et ce violon a un pouvoir comme la flûte de Pan extrêmement fort, et il peut manipuler et contrôler les gens à distance. Il arrive à stopper le neck, il récupère le violon et il le ramène jusqu'en Suède. Sauf que là, son superviseur, qui est un gouverneur qui s'appelle Nils Rotherholm, devient complètement obsédé par à la fois les pouvoirs qu'a Carl en fait de visée et déduction, et aussi par le violon qu'il trouve magnifique. Donc il va récupérer le violon pour le mettre au niveau pour le ramener en fait, l'offrir au roi de Suède. Et à côté, il va lui piquer son spertus, donc le Vaesen qui lui permet de voir les Vaesen simplement. Hélas, ce que personne ne sait, c'est que le spertus, donc cette espèce de Vaesen, n'aime pas trop être mis en boîte, et il a pour capacité d'offrir des choses prodigieuses, mais aussi de maudire les gens. Et donc Carl Linnaeus va avoir un peu le cœur brisé et va commencer à mettre en place des contingences pour éviter que Rotherholm puisse récupérer en fait des éléments supplémentaires de la société de vérité. Notamment, il va mandater donc son élève de conserver tous les éléments et les indices qui peuvent, enfin tout l'historique de la société, ses archives, pour aller très très loin, ce qui donnera dans un temps très lointain la naissance de la société de vérité Uppsala. Mais surtout, en fait, il va brûler
tous le bâtiment qui appartient à Société de Vérité pour empêcher d'autres ambitieux de pouvoir récupérer ces éléments-là. Il deviendra, hélas, par la suite, on va le voir, un fantôme qui n'est pas forcément méchant, mais il deviendra ironiquement lui-même un Vaesen. Ça va très mal se passer aussi pour Rutherholm, qui va finir, je crois, sa vie à moitié fou, enfin en tout cas, le Spertus ne va pas lui donner de bonnes choses, et Eda va continuer comme elle le peut, en fait, à préserver la société de vérité et donc l'étude des Vaesen, jusqu'à arriver aux joueurs qu'on joue plus d'un siècle plus tard. Arrive là-dessus, bien plus tard, donc quasiment à notre époque, donc on joue au 19e siècle, donc au milieu du 19e siècle, dans le nord mythique, on va avoir un jeune pêcheur, un fils de pêcheur extrêmement pauvre, qui s'appelle Auguste Thorstenstone, qui va tomber sur la fameuse boîte à tabac qui a échappé à son précédent possesseur, et qui va le rendre très très riche. Il va réussir à faire fortune dans l'industrie du bouchon de liège, du liège en tout cas, et assumer une autre identité qui sera celle de Auguste Lysander, qui va être un très très grand monsieur de la société de Stockholm et de Suède en général, et c'est vraiment le personnage central, puisque c'est lui qui a hérité du Spertus. Mais malgré tout l'argent qu'il a pu faire, toute la puissance qu'il a pu accumuler, et le changement de vie, le fait qu'il ait aussi des enfants dont l'avenir est assuré, le Spertus lui promet une fin terrible, à travers des rêves et des cauchemars chaque nuit, d'où le nom City of My Nightmares, et notamment qu'il va perdre son âme d'une manière ou d'une autre. Et que donc le prix à payer pour, dans une tradition faustienne très classique, le prix à payer pour son ambition, son ascension sociale et financière, c'est bien le fait que il va y passer d'une manière ou d'une autre, et ça va être crade. Donc, quand on est très riche, comme on le sait très bien aujourd'hui avec tous les tarés les frat boys et les gars de la tech, les Zuckerberg et compagnie, quand on a beaucoup d'argent, on commence à avoir des obsessions un peu bizarres, et évidemment pour Auguste Lysander, il veut trouver un moyen de ne pas perdre son âme en fait, et de contrer la malédiction. Et c'est là tout le concept de la campagne, qui va se diviser en 4 scénarios, où peu à peu les joueurs vont être mandatés ou rencontrer Auguste Lysander, qui va les tester par la résolution d'un crime sordide par la traque d'un serial killer dans le premier mystère, pour ensuite les inviter dans une demeure extrêmement riche, où il a concerté d'autres personnes expertes dans l'étude des Vaesen, pour trouver évidemment une solution à sa malédiction. Puis les joueurs, comprenant, se disant qu'il manque d'informations par rapport à tout ce qui se passe, et trouvant ça très curieux que Lysander soit toujours mêlé à ça, vont finir par aller enquêter sur faire des recherches pour comprendre ce qui se passe, et enquêter justement sur l'histoire de Carl Linnaeus, donc le grand botaniste, en allant dans les archives de la ville de Stockholm, où dans la grande tradition romantique, ils vont tomber sur un fantôme, qui n'est d'autre que le fantôme de Linnaeus, pour enfin comprendre l'histoire du Spertus. Et dans le 4e mystère, donc le 4e scénario, la cité de mes cauchemars, c'est là où vraiment la confrontation avec Lysander va se faire, puisqu'il va péter un plomb et désespérer, essayer d'aller voler le violon qui appartenait au Neck, pour le remettre au Neck qui se cache sous forme humaine à Stockholm, pour que le Neck, en fait, en échange, l'empêche de mourir. Sauf qu'évidemment, ça va très mal se passer, et en plus, il y a des émeutes sociales très très fortes et vives qui se passent à Stockholm. La description de Stockholm est hélas très très succincte. Je sais qu'on pourrait me dire que c'est fait exprès pour la jouer dans une autre ville, et que Stockholm est une grande ville, on peut trouver tout sur internet, mais je trouve ça un peu dommage d'avoir même pas on a une colonnade sur les lieux importants qui sont mis dans la carte, et quelques-uns des résidents notables, enfin des habitants de la ville, qui sont pour l'essentiel, on va pas se mentir, complètement inconnus de vous et moi, puisque la seule personne que je vais comprendre sur cette liste, c'est Alfred Nobel, mais tout le reste, ça va être des gens extrêmement, ça va être des gens, des artistes, ou assimilés, mais j'avoue que ça me dépasse un petit peu, donc ça demande aussi, encore une fois, un travail de votre part si vous voulez donner vie à ce cadre. Le premier mystère, donc qui est le parfum, enfin l'odeur d'un tueur, est assez original et rappelle un petit peu évidemment on peut pas s'empêcher de penser à From Hell et à Jack l'Éventreur. Il y a une série de meurtres assez odieux qui se déroulent au cœur de Stockholm. Les meurtres vont affecter un chanteur d'opéra, puis un médecin, enfin une tentative de meurtre va se faire sur un médecin, et la piste, le commissaire est complètement, ne comprend pas ce qui se passe,
et il n'arrive pas vraiment à trouver une solution. Par chance, le commissaire est pote avec Lysander, évidemment qui connaît tout le monde, et Lysander va donc envoyer une petite lettre, une missive à Uppsala, donc là où sont les joueurs, pour dire je sais que je connais Linnea, donc c'était la dame qui chapeautait en fait la société de vérité avant que les joueurs arrivent. Est-ce que vous pourriez pas, on a un meurtre assez mystérieux, peut-être que vos lumières en termes de mystique et d'études en fait des phénomènes paranormaux pourraient nous aider. En fait, évidemment, c'est un test, puisque Lysander se doute que c'est un VSN qui est derrière, mais il n'en dit rien. Donc, vos joueurs arrivent au QG de la police pour comprendre ce qui se passe, et doivent suivre au moins la piste des meurtres qui ont eu lieu. Le fin mot de l'histoire, parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est que, en fait, il y a la coroner, donc le médecin légiste qui est une ancienne soldat de la ville, en fait de la police, a été attaquée par un loup-garou. Sauf qu'elle n'est pas morte, donc elle se transforme elle-même en loup-garou, et elle a décidé d'utiliser le peu de conscience qu'elle a pour cibler, et en fait pour rétablir justice elle-même, en étant loup-garou, en se transformant durant les nuits de pleine lune. Donc en fait, les gens qu'elle a assassinés, ou plutôt qu'elle va assassiner, parce que quand le scénario commence, elle n'a tué qu'une seule personne, ce sont des gens qui sont éminemment corrompus, ou pervers et autres, que la justice ne peut pas atteindre. Elle a fait sa propre enquête et rend justice comme un vigilante, donc un justicier sauvage qu'on peut imaginer de nos jours, mais sous sa forme de loup-garou. Le problème, c'est que c'est pas terrible, puisque de plus en plus, elle cède à ses pulsions bestiales. Donc combien de temps elle aura de contrôle? Le deuxième problème, c'est qu'elle va rater sa deuxième cible, qui va survivre, être profondément affectée. C'est un médecin qui utilise en fait qui sort des corps, qui vole des corps dans les cimetières pour faire des opérations et faire des tentatives de greffe et assimiler. Donc il va survivre, et quand vous êtes attaqué par un loup-garou et que vous survivez, vous vous transformez en loup-garou. Donc ça vous fait potentiellement un deuxième loup-garou sur les bras qui lui n'aura aucun contrôle sur sa forme et va donc tuer sans discrimination. Et ensuite, le troisième sera tué le troisième mort va être provoqué par le chirurgien en question, donc Jens Svart, qui rentre en contrôle potentiellement. Donc ça, évidemment, comme d'habitude, c'est une sorte d'horloge qui vous est donnée des éléments catastrophiques qui peuvent se produire durant le scénario, jusqu'à la catastrophe, où là c'est un massacre total, et donc où il y a des morts partout, puisque le loup-garou fait sans discrimination. Donc c'est un véritable cauchemar. Tout cela peut bien évidemment s'arrêter si vos joueurs ont la capacité ou l'intelligence de résoudre le mystère. Donc on arrive sur un scénario qui est assez classique, en l'occurrence, vous devez enquêter sur le premier meurtre, identifier la deuxième attaque quand elle va se produire, pour petit à petit remonter la piste donc, de la médecin légiste Esther Volk, qui est le loup-garou, qui est encore une fois, dans la grande tradition de VSN, c'est pas quelqu'un qui est tout noir tout gris, certes elle se transforme en loup-garou pour massacrer des gens qui ont peut-être eu ce qu'ils méritaient, mais d'un autre côté, elle est consciente que c'est quelque chose qui ne peut durer qu'un temps, et là, je vais parler tout de suite du final, mais évidemment sera assez tragique tel qu'il est écrit. Donc vous avez la description des différents personnages, dont certains vont revenir. Le commissaire, par exemple, c'est un personnage récurrent de la campagne qui se passe à Stockholm. Vous allez passer du temps avec Lysander pour qu'il vous donne qu'il vous briefe un petit peu sur ce qui s'est passé. Il y a des enquêtes à faire dans les bas-fonds. Discuter retrouver la deuxième victime qui va survivre, donc le chirurgien Jens Svard, qui va se transformer en loup-garou. Discuter aussi avec les autres personnes qui ont survécu, donc les amis, les proches de la première victime, donc un chanteur de l'opéra notamment, aller fouiller aux archives qui vont devenir un lieu assez important pour trouver des éléments sur les loups-garous et identifier que le VSN qui est attaqué est un loup-garou. Il y a les différents lieux des attaques où vous pourrez mener des autopsies. À chaque fois, on vous donne des points bloquants, donc des défis à résoudre, puis, si vous réussissez, des indices. Enfin, et le final, la confrontation finale se fait contre potentiellement Svard, évidemment, mais Esther Volk aussi, puisque vous apprenez qu'en fait, d'après les connaissances des VSN que vous avez, il n'y a que 3 moyens de soigner un loup-garou qui sont tous plus atroces les unes que les autres. La première, c'est de le tuer avec une arme en argent, donc ça veut dire qu'il meurt. La deuxième, c'est qu'il dévore le bébé d'une femme enceinte. Et le troisième, c'est que quelqu'un qui soit proche du loup-garou l'appelle par son nom, mais encore une fois, la solution est temporaire, puisque à la prochaine pleine lune, la personne se retransforme. Donc, quand vous tombez nez à nez avec la médecin légiste et que vous la confrontez, elle vous dit qu'elle a clairement pas envie de manger un bébé qui est pas né et que de toute façon, elle a personne de proche d'elle. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus le choix que de la tuer. Ce qui est assez agréable, puisqu'en plus, elle a un revolver chargé avec des ballons d'argent.
Donc après, à vous de voir comment gérer la situation avec le commissaire, et évidemment vous occuper du second loup-garou, qui potentiellement pourrait aussi attaquer sa femme. Et donc vous mettre un troisième loup-garou dans les pattes. Donc ça, c'était le premier scénario qui est vraiment l'amorce, puisqu'il peut être complètement indépendant et jouer hors de la campagne, à mon avis. Le second est plus original, enfin un peu différent, ça se passe, donc ça ressemble à une sorte de murder party. Vous êtes sur, donc Lysander vous amène sur une île qu'il possède, pour une sorte de comité avec d'autres explorateurs de l'inconnu et des Vaesen, pour discuter un petit peu de tout et de rien, de leurs avancées. Son but est toujours, évidemment, de trouver une solution à son destin fatal, qui va lui arriver très très rapidement. Donc vous êtes sur la Big Goose Island, donc l'île de la Grosse Oie, dans un magnifique manoir peuplé de toutes sortes de passages secrets et autres. Sauf que les gens commencent à mourir. Il y a donc Lysander est là, il y a sa fille, il y a son fils, il y a d'autres experts sur les Vaesen, et il y a un ingénieur qui se fait tuer, il est noyé. Puis une des personnes qui est là, un comte, le comte meurt noyé aussi. Donc très vite, vous dites, ça sent qu'il y a un Vaesen dans le coin. Et effectivement, vous n'avez pas tort. Donc au milieu des experts que vous avez, donc vous avez pardon pour le tremblement, vous avez donc une experte irlando-américaine, spécialisée sur les faits, vous avez un gars qui est spécialisé sur Faust, sur l'histoire de Faust et les pactes faustiens, et vous avez le fameux comte, Konstantinovitch, qui est là, qui est aussi un expert en Vaesen. Et sur cette île, vous devez un peu comprendre ce qui se passe, pour en fait avoir l'historique, comme d'habitude tragique, qui est le suivant. En fait, le fils de Lysander s'était d'abord marié avec quelqu'un, enfin son père l'avait promise à une fille, sauf qu'en fait il était amoureux de sa femme actuelle, qui était une amie d'enfance, qui est tombée enceinte. Et donc il a voulu casser le mariage, ce à quoi Vesper, qui était sa première femme, a pété un plomb, et il a fini par la tuer. Comme d'habitude, un cas de figure qui commence à être assez classique, et donc son fantôme est revenu sous la forme d'une Rusalka, qui est une sorte de nymphe mort-vivante qui noie les gens dans l'eau. Et c'est donc, elle va commencer par attirer et noyer un jeune ingénieur, puis attirer et noyer le comte, pour à la fin confronter potentiellement le fils de Lysander. Donc à voir comment comment les joueurs vont monnayer toute l'histoire. Il y a évidemment matière à classiquement retrouver le corps, faire avouer le criminel pour lever la malédiction, ou simplement livrer le criminel pour arrêter la malédiction, ce qui ne va pas vous mettre dans les petits papiers Lysander. Et puisque en plus le fils va comprendre très rapidement ce qui se passe, et lui il va utiliser un rituel d'Isis pour le protéger contre la Rusalka, un rituel qui ne va pas du tout marcher, donc qui vous donne aussi un destin pour Lucius Lysander assez terrible. Et concrètement, la bonne façon, c'est toujours pareil, de le faire confesser et d'enterrer les restes de la Rusalka de Vesper pour mettre fin à la malédiction, ce à quoi évidemment Lysander sera très très content de votre œuvre. Truc très très rigolo, aussi je vous ai pas dit, c'est qu'en fait le comte, son corps disparaît au bout de 2 jours, et ses serviteurs commencent à le ramener pour l'enterrer. Et en fait, si vous vous baladez à ce moment-là, vous pouvez trouver que dans les tréfonds de la maison, donc j'ai dit il y a toutes sortes de pièges et de mécanismes, vous pourrez trouver le comte qui est là, tranquillou en train de chiller, parce qu'en fait le comte est un vampire. Mais c'est un gentil vampire, donc il vous file un coup de main, mais il vous dit je peux pas rester là parce que en fait techniquement je suis mort, donc personne ne doit apprendre, il faut que je prenne une nouvelle identité et que je rentre chez moi. Donc ça c'est très très rigolo, c'est un petit bonus, mais il est plutôt cool, c'est comme dans Witcher, Régis et compagnie. Vous avez les stades de la Rusalka, il me semble qu'ils étaient ils sont dans Mythic Carpathia, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Donc le troisième, un peu différent, la bibliothèque hantée, puisqu'il n'y a pas de timer, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de... Vous n'avez pas non plus de catastrophe. Il s'agit juste en fait d'explorer, pour retrouver un peu, pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il y a tout ce tintamarre autour de Lysander. Aller enquêter dans la bibliothèque pour retrouver des éléments par rapport à la vie des possesseurs, des précédents possesseurs du Spertus, je crois, donc du Vaesen qui est dans la boîte de tabac. Donc vous retournez dans les archives, et ça va être dans la section exotérique, pour retrouver toute une sorte de labyrinthe. Donc c'est assez différent comme scénario, pourquoi pas. Il y a plein d'énigmes, vous allez revivre des éléments clés de la vie de Karl Linnaeus, jusqu'à comprendre en fait à la fin où le
Le Spertus lui échappe et et pourquoi en fait il a décidé de mettre fin à toute la société de vérité en perdant aussi par la même occasion son don. C'est peu ou prou ce que je vous ai raconté en introduction, il y a pas, mais évidemment là c'est pour les joueurs, et il est présent en tant que fantôme pour que vous devez un peu calmer avant qu'il devienne vraiment un allié. Puisque évidemment donc le dernier scénario, c'est ni plus ni moins que le fantôme de Carl Linnaeus lui-même qui apparaît, qui vous dit qu'il va y avoir un truc terrible par rapport au violon, enfin par rapport à ma vie. Donc vous devez enquêter pour comprendre il va y avoir un vol qui va être commis avec la viole du Neck. Le Neck va venir pour rechercher son violon, puisque Lysander s'attend à ce que le violon, échanger le violon contre sa vie, ce qui va très mal se passer parce que le Neck, vous vous en doutez, en a rien à faire. S'ajoutent en fait toutes sortes d'artistes et de spiritistes qui arrivent en ville pour faire une sorte de grand show. Certains sont alliés à Lysander, d'autres sont des vrais gens qui ont existé, qui sont là pour vous filer un coup de main. Donc avec ces nouveaux alliés, vous allez devoir contrecarrer ce qui se passe, puisque ça va être très très rapide. Il va commencer à y avoir des incendies. Les incendies, si je dis pas de bêtises, vont être provoqués par le Neck qui commence à faire n'importe quoi dans la ville, avec l'appui de Lysander, et c'est à vous en fait au fur et à mesure que ces événements se passent, la police va être débordée, puisqu'on va accuser plus ou moins justement des révolutionnaires et des gens qui veulent des réformes sociales à travers la ville d'avoir commis ces incendies. Donc ça va être, il y a vraiment une course contre la montre qui est lancée, avec à côté la police qui est complètement débordée, notamment le commissaire que vous connaissez depuis le début, pour remonter la piste et comprendre que c'est Lysander, le grand méchant, qu'il s'apprête et qu'il a volé à la fin, si vous le laissez faire, le violon du Neck. Et à ce moment-là, la grande confrontation, ça va être au milieu des émeutes, de ce brouhaha, d'aller jusque dans le palais royal pour confronter à ce moment-là Lysander quand il va commettre son vol. C'est très Tintin et le sceptre d'Ottokar, pour l'empêcher en fait de donner le violon au Neck, et avec un peu de chance bannir le Neck aussi de Stockholm, puisqu'il n'est qu'agent du chaos et de folie. Et clairement, la ville n'a pas besoin de ça à ce moment-là quand vous arrivez. Le destin du magnat du Liège va être très 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 mauvais, dans tous les cas il va finir son âme tirée jusqu'en enfer, et le Spertus lui va enfin pouvoir se désintégrer et repartir de là où il vient. Avec un peu de chance, vos joueurs vont éviter cette espèce de tohu-bohu pas possible, et que la ville soit mise à feu et à sang. En tout cas c'est tout ce que le scénario leur souhaite, et c'est à l'issue de ça que vous avez la fin de la campagne, une campagne qui est assez courte, hein. Le livre fait finalement, donc il y a 4 scénarios, et il y a à peu près peu ou prou une centaine de pages. Donc ça vous fait 25 pages par scénario à peu près. Comme vous voyez, les aides de jeu sont pleines pages, ce qui est assez agréable et avec une grande résolution. Et on a fait le tour de la cité de mes cauchemars. Donc qu'en penser? C'est assez compliqué, je pense que Stockholm était un endroit qui est assez intéressant, qui aurait mérité d'être plus développé. La progression de la campagne n'est pas bête, à savoir vraiment introduire Lysander très tôt, mais ne pas en faire un acteur majeur avant la deuxième moitié du scénario, voire le final. Finalement. Donc ça reste un personnage dans les ombres qui n'est pas l'antagoniste avant le dernier scénario. Faut vraiment, il y a des choses assez chouettes. Moi j'aime bien le coup de la bibliothèque hantée, c'est un classique, mais c'est très sympa. Pareil avec la piste de serial killer, utiliser un loup-garou comme serial killer, c'est plutôt bien vu. Et l'espèce de murder party le murder party sur l'île de la Grande Oie est aussi plutôt pas mal. Après, est-ce que je trouve que c'est mieux que celui qu'ils avaient fait avec le mystère, enfin c'est quoi, c'est le mystère de la montagne de feu avec le géant, que j'avais pas trouvé génial, où on sentait vraiment que c'était un podcast, en fait un actual play qu'ils avaient rappliqué. Là, le grand avantage aussi, c'est que les 4 scénarios, vous pouvez les couper, les prendre bout par bout et les jouer en one shot, il n'y a aucun souci, donc vous pouvez voir ça comme moi je verrais ça comme ça, pour moi c'est plus un recul, même s'il y a un fil conducteur, et clairement le 3e scénario n'a aucun intérêt si vous jouez en one shot, qu'il faut le jouer en campagne. Les 3 autres scénarios peuvent être plus ou moins joués indépendamment, et peut-être que c'est à la fois la force et la faiblesse de ce livre, c'est que finalement en tant que campagne, c'est pas extrêmement lié, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un lion qui est Lysander, mais son destin n'est approché est touché du doigt durant le 3e scénario, et le 3e scénario n'est là quasiment uniquement que pour introduire le 4e. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a
il y aurait pu avoir un accrochage entre les scénarios, peut-être une implication plus forte de Lysander dès le début, peut-être que justement remonter la piste de Carlinos aurait pu arriver en amont plutôt que boum badaboum au troisième scénario, que la viole ou le neck ait un rôle plus important dès le début, moins flouté ou changé, enfin sous une forme différente. Je suis pas encore une fois, je suis pas scénariste professionnel, je suis juste quelqu'un qui a acheté le livre, comme vous. Donc je vous donne mon ressenti. Je pense qu'individuellement, les scénarios sont de très bonne facture. Ça reste du VSN avec des gens qui commettent des crimes, mais qui se sentent à la fois coupables et toujours une sorte de justice poétique qui peut se produire pour eux. Et donc indépendamment, c'est très très fort. Peut-être que pour une campagne, je sais que justement la montagne du géant de feu, je crois, je suis désolé, hein, j'ai perdu le fil du nom, mais avait aussi un peu des faiblesses, donc ça reste peut-être justement l'une des choses sur lesquelles VSN a du mal, ou auquel on s'attend peut-être à ce que ce soit vous qui recolliez un peu les morceaux. Et c'est aussi peut-être dû à la nature simplement du jeu, c'est-à-dire que vu que c'est des jeux dans lesquels vous êtes censé incarner une société qui enquête sur des rumeurs, et que chaque scénario est plus ou moins axé sur un VSN à chaque fois, bah, pouvoir créer une campagne dans la continuité, c'est assez compliqué, puisque chaque scénario va impliquer un VSN différent, et donc créer un lien, créer une sorte, je sais pas, de personnage récurrent qui serait un antagoniste, est assez compliqué, et peut être limité, et se limite souvent en fait à un être humain. Et à ce moment-là, pour pas que comme le Lysander, pas que vous deviniez dès le début que c'est le méchant, faut un peu rallonger la sauce, et c'est pas chose aisée, et je pense qu'ils ont quand même fait, le boulot est pas mauvais, hein, loin de là, je vais pas dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, mais faut pas oublier ces petites subtilités-là, que par exemple le troisième scénario n'a aucun intérêt si vous jouez que des one-shots, que le troisième est nécessaire pour introduire le quatrième, et que le premier et le deuxième scénario peuvent être plus ou moins joués de leur côté sans aucun problème, et que j'aurais moi aimé avoir plus de détails sur Stockholm, parce que je suis passé suédois, hein, tout bêtement. Et voilà, c'est ce que je pouvais vous montrer sur la cité de mes cauchemars, et la ville de mes cauchemars, et j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt. Allez, salut!